Bonjour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Alors, il y a pas mal de sujets abordés dans cette chronique, enfin, il y en a pas mal, il y en a trois. D'abord, je vais vous conseiller pour vous mettre en harmonie avec votre énergie féminine, pardon. Ensuite, eh bien, on va parler de la Saint-Valentin, parce qu'aujourd'hui, bah oui, c'est la Saint-Valentin. Et également de la dragobette. Alors la dragobette, c'est l'équivalent de la Saint-Valentin chez les Slaves. Et je vais également vous donner un petit sortilège très simple, puisqu'on est aussi la Saint-Valentin, bien sûr, et ça touche pas que les amoureux, mais aussi les amis. Un sortilège tout simple pour attirer des nouveaux amis. Voilà, alors j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir faire plein de belles choses, attirer à vous des nouveaux compagnons, des nouveaux amis dans votre vie. Voilà, mais on va tout de suite commencer notre chronique avec l'énergie féminine, comment on peut s'harmoniser avec notre énergie féminine. Mon aventure avec l'énergie féminine et le féminin sacré a commencé un jour où j'ai croisé dans la rue une femme. Cette femme était belle, très très belle, mais ce n'était pas sa beauté physique qui était attirante, c'était plutôt l'énergie qui se dégageait d'elle. Elle était là, haute, forte, elle rayonnait l'énergie de la déesse. Elle se sentait puissante et ça se voyait, et sa présence même exigeait le respect. Mais elle était aussi gracieuse, douce et féminine, et il y avait quelque chose en elle que l'on aimait tout de suite, et qui imposait, comme je l'ai dit, le respect, l'admiration même, je dirais. Dans le monde occidental, l'énergie féminine a trop longtemps été perçue comme faible, mais il n'y a vraiment rien de faible dans l'énergie féminine. Si vous aviez vu cette femme qui rayonnait l'énergie de la déesse, vous auriez senti à quel point elle était forte, mais pas d'une manière agressive, au contraire, d'une manière très douce, très maternelle presque, je dirais, mais tout de même avec une manière qui imposait, enfin beaucoup même de dignité et d'estime de soi. Peut-être que cette femme a attiré mon attention parce qu'au cours des années, l'énergie féminine qui aurait dû circuler en moi avait été réduite à néant. En fait, depuis des décennies, j'avais adopté une énergie beaucoup plus masculine pour me défendre, pour me montrer plus forte par rapport aux autres. Bon, c'est vrai qu'avec mes problèmes d'autisme, j'étais souvent je me sentais souvent mise en danger dès que je rentrais dans le monde courant, quoi. Aller vers les gens, c'était impossible pour moi, voilà. Mais et j'avais développé du coup mon masculin beaucoup plus que mon féminin pour qu'il me défende, qu'il prenne position pour moi. Et en fait, ce n'est que fort récemment, comme j'en ai parlé dans une de mes chroniques, que j'ai réalisé que vraiment je faisais fausse route. Et c'est cette femme vraiment qui m'a fait comprendre cette chose-là. Et depuis des décennies également, d'autres femmes, je sais que d'autres femmes sont encouragées à adopter une énergie plus masculine. Bien qu'il n'y ait rien de mal à honorer notre masculin, notre côté masculin, je pense qu'au fil des années, les hommes et les femmes ont oublié le pouvoir qui provient de l'énergie féminine, de la douceur de la femme. L'énergie féminine s'exprime d'une manière différente de l'énergie masculine, bien entendu, mais elle est tout aussi importante, et surtout, en ces temps, il est devenu très important pour nous de la remettre à jour, de la récupérer. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous jouer un rôle dans l'amélioration et le progrès de la reconnaissance de l'énergie féminine. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Cependant, je pense que les femmes devraient être les meneuses de ce combat et commencer à revendiquer leur véritable côté féminin, leur véritable douceur, leur côté tendre et affectueux qui font d'elle, je veux dire, la femme idéale aux yeux des hommes, quoi. Ce n'est pas se montrer faible, ce n'est pas s'affaiblir, c'est au contraire dévoiler sa force. Et j'estime que les femmes doivent mettre en avant ce changement.
il ne m'a été permis d'être pleinement heureuse, de rencontrer un homme merveilleux comme le mien, que en ayant développé cet aspect féminin. Je me suis rendu compte que toutes ces années, j'avais connu des hommes qui se montraient agressifs, qui se montraient, pas tous, hein, mais beaucoup d'agressivité, en fait, je leur renvoyais un espèce de miroir. Mon côté masculin était si développé qu'il y avait ce rapport de force qui n'aurait pas dû exister. Et que c'est qu'en développant la douceur et la féminité, la gentillesse et la bienveillance que j'ai pu après entretenir une relation saine et rencontrer un homme vraiment adorable, quoi. Puis qui tient, ça n'empêche pas qu'il tient son rôle d'homme dans le couple, je veux dire. Donc, afin de renforcer notre énergie féminine et de rencontrer notre compagnon idéal, il est important de comprendre ses qualités. L'énergie masculine est perçue comme une ligne droite, elle est perçue comme une expression extérieure dans un mouvement rapide, alors que l'énergie féminine, en revanche, est vue comme des lignes courbes, elle est perçue comme une expression intérieure qui est lente et plutôt méthodique. L'énergie féminine est fluide et aqueuse. Elle est intuitive, elle est gracieuse, elle est créative, elle nous permet de recevoir. L'énergie masculine est directe et plutôt terrestre. Elle est logique et pratique, elle est robuste et nous permet d'aller de l'avant, d'entrer dans l'action de donner. Pour ressentir notre énergie féminine, on peut se promener au bord de l'eau, faire attention à la manière dont elle coule, regarder la lune une nuit alors qu'elle est pleine, exploiter les vibrations fortes et rayonnantes de cet astre. On peut également se promener dans un parc et observer tout ce que l'on voit, observer les fleurs, les feuilles qui poussent dans le vent, qui sont prises par le vent, enlevées au loin, observer comment la terre nourricière crée la nature. En observant la nature, on peut commencer à se connecter à une partie de l'énergie féminine qui a été perdue pour notre conscience au fil des années. Je vais vous donner rapidement en 5 étapes qu'on peut suivre que vous pouvez suivre pour vous aider. Je vais vous donner 5 étapes pour vous aider à vous mettre au diapason de cette puissance féminine. Alors, on va commencer par honorer notre cycle menstruel. Dans la culture actuelle, ces périodes ont parfois été considérées comme tabous, parfois même, grossières. Et c'est quelque chose dont on avait maintenant un peu moins, mais il y a encore quelques années, beaucoup de mal à parler. La menstruation est naturelle et c'est une des expressions les plus puissantes de l'énergie féminine. Avant l'époque du patriarcat, les hommes craignaient les femmes lorsqu'elles saignaient parce que pour eux, puisqu'elles saignaient, elles étaient éternelles, puisqu'elles ne mouraient pas lorsqu'elles saignaient abondamment et pourtant elles restaient vivantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour les hommes à l'époque, ils se disaient mais la femme est éternelle, elle saigne, elle perd plein de sang et elle ne meurt pas. Et en fait, les hommes buvaient même du sang menstruel car ils estimaient que celui-ci avait des propriétés curatives et leur apportait la vie éternelle. Aujourd'hui, les règles des femmes sont considérées presque honteuses pour certains dans certaines cultures encore, mais on peut mettre un terme à ces croyances en célébrant notre cycle menstruel. Après tout, c'est un rappel fabuleux. Nous, les femmes, avons de la puissance et de la force dans notre corps. Et le cycle menstruel est notre fenêtre sur le fonctionnement interne de notre corps. Et il devrait toujours être célébré. Pendant ces périodes, nous sommes également beaucoup plus sensibles et intuitives. Et quand nous embrassons ces périodes en tant que bénédiction et que nous commençons à les respecter, nous aurons de moins en moins de problèmes, de douleurs ou d'irrégularités, des choses comme ça. J'ai remarqué que les femmes qui aimaient leur menstruation, ça se passait toujours très bien. Elles le vivaient très bien et c'était fluide, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien du tout. Mais celles qui le vivaient mal, en fait, avaient des douleurs, parfois restaient même couchées plusieurs jours, ça les rendait malades. Donc il faut simplement accepter, non pas cela comme une corvée, mais comme une bénédiction. Et cela permet aussi donc de bloquer l'agressivité qui peut se présenter pendant les cycles menstruels et
que ces cycles menstruels soient au contraire l'expression totale de notre féminité, en remplaçant l'agressivité qui pourrait nous venir par une prise de conscience, et au contraire devenir encore plus féminine, plus bienveillante, et honorer ce côté magique qui sort de nous-mêmes. Le deuxième point, c'est de passer du temps avec d'autres femmes. Alors, passer du temps avec d'autres femmes est vraiment bénéfique. Les femmes sont naturellement réceptives, elles reçoivent de l'énergie, et quand elles se rencontrent, c'est presque comme si elles créent un champ de force dans lequel elles peuvent se soutenir et se recharger les unes les autres. C'est pourquoi il existe de nombreux rituels menés par des groupes de femmes, car ensemble, elles sont beaucoup plus puissantes et plus réceptives pour envoyer leurs souhaits dans l'univers. En s'unissant à d'autres femmes, en particulier lors de rituels ou simplement pour partager, cela peut être très naturellement purifiant et édifiant. Par contre, évitez pendant ces réunions de critiquer, de mettre en avant une fausse puissance féminine. Je veux dire, ne soyez pas... Moi, j'ai animé des groupes de femmes par moment, et ce qui me désolait, c'est que souvent, pendant ces réunions, arrivait une espèce de séance de misogynisme où les hommes étaient évoqués comme... Alors là, je parle pas dans ce cas justement de groupe, on n'est pas là pour défendre la femme, au contraire, ça n'a rien à voir. On est là pour sublimer notre féminité. Et surtout pas pour faire des réunions pour critiquer l'autre sexe. Donc si vous voulez sublimer, devenir une femme sublime, attirante, et voilà, honorer votre féminité sacrée, vous devez aussi respecter, souvenez-vous, le masculin sacré comme étant votre égal. Et si vous n'arrivez pas à respecter le masculin sacré, sachez que les hommes ne vous respecteront pas non plus. C'est aussi simple que ça. Donc, pensez toujours à, avant d'émettre des critiques, eh bien, de peser le pour et le contre, et puis surtout de comprendre que il n'y a qu'en avançant dans une tolérance, dans une acceptation et dans une compréhension mutuelle que le féminin et le masculin pourront se réunir et créer, je veux dire, créer la substance, je veux dire, l'union du masculin et du féminin, matérialise un amour, je veux dire, qui dépasse tout, un amour qui concrétise. Sans le masculin et le féminin, je veux dire, l'univers ne crée rien. C'est en unissant le masculin et le féminin que arrive la création. Donc, critiquer ou repousser ou penser qu'on peut s'en sortir seul sans l'autre partie, c'est valable pour les messieurs, eh bien c'est juste une aberration, et c'est juste contre nature, et c'est surtout non créatif. Donc apprenez à respecter votre part masculine, le masculin sacré, puisque vous avez tous en vous aussi, mesdames, une part de masculin. Donc dénigrer le masculin, c'est dénigrer votre propre aspect masculin, et donc vous bloquez dans votre cheminement. Alors, le quatrième point, c'est se sentir belle et bien dans sa peau. L'énergie féminine a été bafouée pendant de nombreuses décennies. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de femmes souffrent d'une mauvaise estime d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont été dénigrées. On leur a dit qu'elles n'étaient pas assez bonnes, qu'elles sont constamment obligées de faire des régimes, tout ça pour plaire. Elles se sentent parfois honteuses de leur corps. Il y a beaucoup je veux dire, les médias mettent en avant des femmes parfaites, voilà, et ça crée forcément des distorsions de l'énergie féminine. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se sentir bien et belles dans leur peau. Cependant, le pouvoir vient uniquement de ces médias. C'est un pouvoir qui n'existe pas et qui n'a pas de prise en réalité sur vous. Il faut accepter et revendiquer la femme que vous êtes, exactement comme vous êtes. Vous devez vous sentir bien dans votre peau, parce que c'est la chose la plus libératrice et la plus puissante que vous puissiez faire.
elle va libérer automatiquement des vagues d'énergie féminine. Aimez-vous comme vous êtes. Sachez que dans l'univers, quelque part sur Terre, il y a quelqu'un qui vous aime exactement aussi comme vous êtes. Et que ce n'est qu'en étant vous-même, bien dans votre peau et rayonnant d'assurance, de féminité, que vous pourrez réellement attirer le respect pour vous-même d'autrui, de qui que ce soit, attirer une vague de respect pour vous. Commencez par vous respecter vous-même, c'est provoquer le respect des autres, et vous aimer vous-même, c'est attirer l'amour idéal pour vous, l'amour qui va vous respecter, l'amour qui va vous sublimer en tant que femme. Ensuite, nous allons apprendre à nous faire plaisir à fond. Donc, sentir le plaisir, c'est très lié à l'énergie féminine. On peut rechercher le plaisir de différentes manières, en prenant des bains relaxants, en achetant de belles fleurs, en mangeant du chocolat, en dansant au son de la musique préférée, je veux dire en s'achetant, en refaisant notre garde-robe. Il y a une amie sorcière à moi qui m'a dit un jour, refaire ta garde-robe, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est vrai que j'ai demandé donc à l'univers, notamment à l'archange Barakiel aussi, qui est l'archange de la bénédiction divine et qui m'accompagne depuis très longtemps. Je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, je veux bien devenir plus élégante, je veux bien être mieux habillée, mais j'ai besoin de travailler suffisamment pour avoir l'argent nécessaire pour refaire cette garde-robe. Et en fait, l'argent est venu sans même que j'ai quoi à faire, et j'ai pu renouveler ma garde-robe, et depuis, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup mieux dans ma tête, je me sens plus élégante, je me sens plus féminine. Et je me suis fait vraiment plaisir en plus. Alors c'est un des aspects, comme je vous dis, vous pouvez prendre du temps pour vous, vous faire des soins de visage, des soins de cheveux, des soins du corps. Faites-vous plaisir à fond. Sortez, allez boire un thé en ville, voilà, faites-vous plaisir. Vous pouvez même aller au restaurant toute seule, je veux dire. Apprenez à vous faire plaisir à fond. Enfin, le dernier point, c'est de réveiller votre Kundalini. C'est une énergie féminine et créatrice qui vit en nous tous. Elle est représentée comme un serpent qui reste étroitement enroulé dans la fosse de votre ventre. Quand il est réveillé, le serpent se lève et inonde votre corps d'énergie sacrée. Cela vous aide à élever votre conscience et à entrer dans votre véritable pouvoir. En prenant ces mesures et en faisant un effort conscient pour honorer et célébrer le féminin, on peut vraiment créer un changement qui se fait sentir partout dans le monde. Et souvenez-vous toujours que la gentillesse, la bienveillance sont les véritables, la douceur, la tendresse, la joie, sont les véritables pouvoirs que nous avons tous en nous, les femmes, et que nous devons réveiller à cette époque. Voilà, alors je vais maintenant passer à un autre sujet, c'est la Saint-Valentin. Et oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je vais vous donner une liste de quelques herbes qui peuvent faire que votre journée soit encore un peu plus spéciale. Des petites herbes magiques à rajouter aujourd'hui dans vos plats, en diffusion ou simplement en dégustation. Nous allons commencer par la lavande. La lavande est une plante naturellement calmante et apaisante. Saviez-vous que le parfum de la lavande a été utilisé pour attirer les hommes depuis les temps les plus anciens? Les femmes l'utilisaient et la mettaient sous leur matelas pour attiser la passion. La lavande est associée au chakra du cœur et elle permet d'ouvrir votre énergie à l'amour. La cannelle est une épice, une de mes épices favorites. C'est l'épice de la passion et on dit qu'elle a des vertus, comme on dit, aphrodisiaques. C'est le jour idéal pour tester ses pouvoirs. La cannelle est très utile pour relever vos spiritueux et promouvoir un sentiment d'émotion positive et d'amour. Essayez une tasse de thé au miel et à la cannelle, ou si vous voulez quelque chose d'un peu plus
je dis relevé pour le pas, eh bien, ajoutez un petit peu de cannelle à votre vin. Vous pouvez même préparer un bon vin chaud à la cannelle, à déguster en amoureux. Le gingembre est une plante herbacée qui échauffe les sens et elle se suffit à elle-même. Elle peut être utilisée pour mettre votre partenaire, entre guillemets, dans l'ambiance. Vous pouvez par exemple l'ajouter à votre sauce salade. Le romarin est une herbe aphrodisiaque. Dans les temps anciens, les femmes portaient du romarin dans leur bouquet de mariée parce qu'il est connu pour apporter l'amour et la fidélité. Le persil est une autre herbe merveilleuse le jour de la Saint-Valentin. Il est dit qu'il peut aider à augmenter le désir de la femme, alors n'hésitez pas à l'ajouter à vos salades. Et enfin, mon préféré, c'est le chocolat. Le chocolat augmente les niveaux de sérotonine et d'endorphine, il soulage la douleur et stimule votre humeur. Et il peut également aider à augmenter vos niveaux de désir. Donc, toutes ces plantes que j'ai citées, ce ne sont que quelques-unes. Le piment aussi est une autre plante, une autre épice qui est bonne aussi pour l'amour. Mais toutes ces plantes sont bien sûr utilisées également dans les sortilèges pour attirer l'amour, pour attirer la passion. Donc ne vous en privez pas. Si vous avez envie de faire un petit rituel aujourd'hui, vous pouvez ajouter une ou plusieurs de ces herbes à vos petits rituels. Ensuite, nous allons passer à une partie un peu plus théorique de la Saint-Valentin. Qui est Saint-Valentin? Eh bien, selon la légende, Saint-Valentin, c'était un jeune prêtre qui avait défié le décret de l'empereur Claude II, selon lequel les soldats ne devraient pas être autorisés à se marier, et Saint-Valentin a célébré le mariage de plusieurs jeunes soldats afin qu'ils ne soient pas envoyés au front. Il a été exécuté le 14 février 269 de notre ère. Il est devenu donc le patron des amoureux. Il est dit que Valentin a été emprisonné avant son exécution et qu'il a rendu la vue à la fille aveugle du geôlier. Elle est alors tombée amoureuse de lui. La légende ajoute qu'avant de mourir, il écrivit au mur un message à son amour. « Toujours à toi, ton Valentin ». De nombreuses coutumes de la Saint-Valentin découlent de la fête païenne Lupercalia, une fête romaine de l'amour et de la fertilité qui se déroulait le 14 et le 15 février. Lupercalia était dédiée à la déesse louve Lupa, qui allaitait les jumeaux Romulus et Rémus, plus tard fondateurs de Rome. Ce jour-là, des filles et des jeunes hommes non mariés célébraient des rites d'amour et de sexe dans la grotte de la Louve afin de donner de la fertilité aux animaux, à la terre et aux humains. Avec l'avènement du christianisme, les fêtes chrétiennes ont été greffées sur les anciens rites païens et peu à peu, les célébrations du 14 février sont devenues dédiées uniquement à Saint-Valentin et non à ses ancêtres païens les plus sauvages. À la veille de la Saint-Valentin, il y avait une coutume médiévale de choisir un Valentin. De jeunes hommes ou des femmes non mariées mettaient dans un conteneur un nombre égal de noms du sexe opposé et le nom choisi par un jeune homme déterminerait son partenaire pour les célébrations de la Saint-Valentin. Et, espérons-le, le bonheur éternel. Les jeunes hommes portaient le bout de papier portant le nom de la fille sur leur manche. C'est une explication du vieil adage européen qui dit « porte ton cœur sur ta manche ». Le 14 février a encore une autre relation amoureuse, c'est le jour où l'on dit que les oiseaux choisissent leurs compagnons, selon un vieux poème écrit par Geoffroy Chaucer à l'époque médiévale. Si le premier oiseau que vous voyez le matin de la Saint-Valentin est bleu, on dit que votre amour durera longtemps. Si vous voyez un corbeau ou un merle, vous épouserez un membre du clergé, vous aurez beaucoup d'enfants, mais vous manquerez peut-être d'argent. Tout oiseau jaune sera riche, une pie solitaire, un partenaire de querelle et une volée de colombes apportera le bonheur dans tous les domaines. Et je vais vous donner maintenant un petit rituel pour le 14 février.
un rituel semencier de la Saint-Valentin pour savoir qui vous épouserez. C'est un rituel de la graine qui est très répandu en Europe et en Scandinavie et qui pourrait peut-être être l'un des plus anciens rituels en termes d'amour. Alors, n'importe quel type de graine peut être utilisé. Par exemple, des graines de tournesol ou des graines de fleurs ou n'importe quoi. Les oiseaux emporteront les graines et en laisseront quelques-unes qui pourront fleurir. Traditionnellement, le lanceur de sorts courait autour du champ, mais si vous pouvez utiliser un jardin ou tout autre espace ouvert, ça convient parfaitement. Vous aurez besoin donc d'un conteneur de graines et le timing, eh bien, c'est le jour de la Saint-Valentin. Le sortilège, comment on va l'opérer? Eh bien, on va aller dans un champ, dans le jardin ou dans une zone dégagée. Et vous allez simplement prendre une graine dans votre conteneur au hasard et vous la jeter par-dessus votre épaule en disant « Je sème la graine de l'amour. Cette graine d'amour, je sème. Toi, qui es mon véritable amour, viens et reste auprès de moi. Que ton amour pour moi grandisse sans cesse, comme le mien grandira pour toi. » Regardez par-dessus votre épaule droite et laissez venir à vous toute vision, toute image qui pourrait venir. Ensuite, visualisez-vous avec votre amour marchant à travers le champ ou le jardin. Voilà l'endroit dans lequel vous êtes. Surtout, ne visualisez personne que vous connaissez. Laissez venir à vous une image spontanée. Rentrez chez vous et allez le soir, en vous couchant, souhaiter peut-être de rêver de votre amoureux. Peut-être vous aurez la chance de même apercevoir son visage pendant la nuit. Voici maintenant un autre petit sortilège. Il ne vous faudra que des fleurs de couleur pourpre et un pot. Je suis sûre que vous ignorez presque tous ce qu'est la dragobette. Le dragobette est le fils de Baba Docia, qui est célébré en fait le 24 février. C'est l'équivalent roumain de la Saint-Valentin. Cette fête est liée au début du printemps, quand la nature s'éveille. Et cette entité mythologique similaire à Eros ou à Cupidon, donc le dragobette, est différent de Valentin, le doux saint de la religion, de la tradition, parce que, à l'inverse, le dragobette est un bel homme impétueux. Son nom signifie parieur sur l'amour. On retrouve aussi ce personnage chez les Bulgares et les Macédoniens. Il est devenu, chez les Roumains et les Moldaves, le protecteur de l'amour. Et tous ceux qui se rencontrent le 24 février, jour considéré aussi comme celui des fiançailles des oiseaux, eh bien, cela voulait dire qu'ils allaient probablement rester ensemble toute leur vie. Dans la croyance populaire, ceux qui participaient à cette fête du 24 février étaient protégés des maladies pendant toute l'année, et surtout de la fièvre. On croyait aussi que le dragobette assurait aux paysans une année d'abondance. Alors j'ai été faire un petit tour sur Wikipédia pour avoir un peu plus de précision et je vais vous lire ce que j'y ai trouvé. La veille de la fête, les jeunes filles ramassaient les derniers restes de neige appelés neige des fées et en conservaient l'eau pendant l'année pour se faire belle et pour des incantations d'amour. Vêtues de leurs habits du dimanche, les jeunes filles et les jeunes hommes se rencontraient devant l'église et allaient chercher des fleurs dans les bois et les prés. Dans le sud de la Roumanie, chaque fille retournait au village en courant, poursuivie par un homme à qui elle plaisait. Si le jeune homme la rattrapait et qu'il plut à la fille, celle-ci l'embrassait en public. C'était le signe de leur fiançailles pour une année ou plus. Ainsi, la dragobette était-elle une occasion pour la communauté de savoir quel mariage aurait lieu en automne. Les gens les plus âgés ne restaient pas non plus passifs le jour du dragobette, étant consacrés aux soins portés aux volailles des basses-cours et aux oiseaux. Ce jour-là, on ne tuait pas d'animaux, pour ne pas empêcher les accouplements. La tradition voulait que si les femmes mariées touchaient un homme d'un autre village,
Elle serait aimante toute l'année. Revenons maintenant à notre sort dragobétique pour accueillir l'amour dans notre vie ou ranimer la romance dans une relation. Si vous êtes déjà en couple, plantez 2 graines ou 2 fleurs violettes dans un pot et nommez chaque graine du nom d'une personne dans la relation. Faites-le tous les deux. Vous ne devez pas le faire sans l'autorisation de votre conjoint. Si vous êtes célibataire, eh bien nommez la vôtre et laissez la seconde anonyme. Chantez ou récitez en plantant les fleurs ou les graines. Racines, feuilles et vignes, grandissez, enroulez et liez, que l'amour grandisse, que l'amour naisse, que l'amour renaisse. Puis nourrissez vos fleurs et regardez-les pousser. Elles deviendront le reflet de votre relation. Alors, bonne Saint-Valentin et bonne dragobête à vous. Mais la chronique n'est pas tout à fait terminée parce que je dois encore partager avec vous un petit sortilège très simple pour attirer de nouveaux amis. Alors pour ce sortilège qui est vraiment charmant, c'est un sortilège que j'aime énormément, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'une enveloppe, d'une feuille de laurier et d'un ruban doré. Alors si vous n'avez pas de ruban doré, vous inquiétez pas, prenez un ruban d'une autre couleur. Vous pouvez prendre un ruban rose, un ruban rouge ou un ruban blanc tout simplement. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Ce sort est vraiment bien à faire aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est pas que la fête de l'amour, c'est la fête de l'amour certes, mais pas que pour l'amour entre deux personnes, mais aussi pour les amis. Alors par exemple, on imagine, vous venez de déménager dans une région, vous connaissez personne, et vous avez envie d'attirer à vous des nouvelles connaissances qui vous ressemblent, qui sont saines et tout. Donc ce que vous allez faire, vous allez commencer par écrire sur votre enveloppe les 2 mots « je recherche » en majuscule. Puis vous prenez la feuille de papier. Sur votre feuille de papier, vous allez écrire une lettre à votre ami qui n'est pas encore là. Vous allez donc lui écrire une lettre dans laquelle vous allez décrire les qualités que vous voulez voir en lui ou en eux. Vous pouvez le faire pour une ou plusieurs personnes. Donc vous pouvez commencer à écrire votre lettre par le titre « À mes nouveaux amis ». Et ensuite, vous leur écrivez une lettre comme quoi vous êtes très heureux qu'ils fassent partie de... Faites comme s'ils étaient déjà là, que vous êtes très heureux qu'ils fassent partie de votre vie, que vous appréciez en eux telle qualité, que vous appréciez de faire tel loisir en leur compagnie. Voyez, il faut vraiment faire comme si ces amis étaient déjà là et vous imaginez en train de faire des choses avec eux, comme vous aimeriez que ça se passe vraiment. Ensuite, vous les remerciez, vous signez votre lettre et vous la mettez dans votre enveloppe. Vous ajoutez, excusez-moi, avant de fermer l'enveloppe, vous ajoutez la feuille de laurier. Vous fermez votre enveloppe, vous faites un petit trou en haut, vous passez votre cordon à l'intérieur et vous allez accrocher votre enveloppe à l'extérieur. Donc vous pouvez l'accrocher à votre portail si vous êtes en maison, vous pouvez l'accrocher, je sais pas, un crochet qui est sur votre façade, vous pouvez l'accrocher à un arbre de votre jardin. Et si vous n'avez pas une maison, vous êtes en appartement, eh bien vous allez dans un parc, dans une forêt, n'importe où, et vous accrochez votre petite enveloppe à un arbre. Vous la laissez 24 heures. Une fois que les 24 heures sont passées, vous allez rechercher l'enveloppe, vous la récupérez, et là, vous allez la garder précieusement dans un endroit que vous seul connaissez. Et vous verrez qu'au bout de quelques temps, ça marche. C'est un sort qui marche très très bien. Vous allez voir arriver très vite dans votre vie de nouveaux amis. Ne pensez plus à l'enveloppe, mettez-la dans un coin. Et n'y pensez plus. Vous savez qu'elle est là, mais vous n'y pensez plus. Vous êtes certain que ça va se réaliser. Et vous allez voir très vite de nouveaux amis arriver dans votre vie. Voilà. Et c'est un sortilège aussi qui est très bien à faire si vous avez loupé aujourd'hui, que vous n'avez pas le matériel, admettons, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire à la pleine lune et à la nouvelle lune, n'importe laquelle. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous sera utile et que voilà, vous allez pouvoir faire les petits rituels, les petits sortilèges et que ça vous apportera beaucoup de bonheur. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Et prenez bien soin de vous et à très vite.